Bonjour et bienvenue sur Web TV Pro. Sujet de cette vidéo, c'est un guide sur le streaming en direct sur YouTube. Le streaming en direct, en fait, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce qu'en fait, comment dire, on sait jamais où on va. Enfin, si, on sait à peu près, mais et on n'est jamais à l'abri de quelques impondérables, quelques aléas. Et ça rend, on va dire, ça donne une certaine forme d'adrénaline lors d'un direct. Je me souviens encore des coups de shoot, si je peux appeler ça comme ça. Quand j'ai commencé sur le streaming en direct en 2016 avec Polisson, c'était au moment du lancement, c'était panique à bord. Est-ce que tout marche? Est-ce que tout va marcher? Est-ce que tout va marcher encore dans 5 minutes? On ne le savait pas. Aujourd'hui, c'est un peu moins angoissant, un peu moins stressant. Mais en réalité, on a toujours ce trac au moment où on se lance. Et c'est ça qui rend le streaming en direct passionnant. D'ailleurs, je vous invite vivement tous les mardis soirs pour une session live streaming, questions-réponses, autour de la Web TV. Je vais faire ça à partir du mardi. Mardi, c'est quelle date à partir du mardi 29, sur les coups de 19h. Allez, je vais faire une session 19-20 heures les mardis. Et puis, ça sera des questions-réponses sur tous les sujets de la Web TV. Web TV, c'est-à-dire les studios, les streamings, toutes les questions techniques que vous pourriez vous poser, si vous avez besoin de conseils, c'est à ce moment de les poser. Vous pouvez les poser. Je vais mettre je vais préparer le live, et donc vous pourrez vous connecter dessus, vous abonner déjà. Et puis on fera une session en direct, ça va durer 1 heure, pas plus. Et puis posez déjà vos questions dès maintenant. Et en avant Guingamp. Allez, on revient sur le streaming en direct, qui est le thème du jour, et on va tout de suite rentrer dans le... Hop, voilà. Vous connaissez maintenant mon classique PowerPoint. Le streaming en direct, c'est une vraie opportunité, que ce soit sur YouTube, mais que ce soit aussi sur les autres supports tels que TikTok, Twitch, qu'il y a d'autres, LinkedIn pour les plutôt orientés professionnels. Et ça a été toujours, depuis 2016, ça a toujours été une opportunité, parce qu'en fait, ces réseaux, ils vous poussent en avant quand vous faites un direct. Alors si vous faites un direct de 10 minutes, c'est pas la peine. Si vous faites un direct qui va durer, allez, 1 heure, pourquoi pas 2 heures, c'est une autre opportunité, mais il faut faut avoir du contenu, évidemment. Donc n'hésitez pas, posez déjà des questions, n'hésitez pas, et ça va être une session Q&A, questions-réponses, autour des studios, autour des web TV, du streaming, des technos qui vous semblent peut-être aberrantes ou difficiles à comprendre. Donc je répondrai volontiers à vos questions. Voilà. Le streaming en direct. Qu'est-ce que le streaming en direct? C'est la diffusion en temps réel. C'est-à-dire ce que je raconte là maintenant est diffusé en temps réel avec un petit décalage de quelques secondes en général. Mais tout ce que je dis là, la lumière qui s'éteint tout d'un coup, hop, ben vous le vivez en direct. Bon là c'est un petit peu exagéré peut-être. Mais tout ça se passe en direct, donc il n'y a pas de montage. Si je raconte des bêtises, je les raconte. Si je raconte pas,
tant mieux. S'il se passe un souci technique, il faut le voir. Si vous posez des questions auxquelles je ne sais pas répondre, je vous dirai que je ne sais pas y répondre, que je répondrai plus tard, le temps de trouver la réponse adéquate. C'est de l'engagement immédiat également. L'engagement immédiat, ça veut dire que entre le moment où vous commentez, le temps que je vois la réponse, enfin la question que vous posez ou le bonjour que vous me faites, il s'écoule toujours quelques secondes. Mais à part ça, il y a tout de suite de l'interaction. Et ça, franchement, pour l'avoir vécu sur un site de divertissement qui s'appelait Polisson à l'époque, c'était génial à vivre parce qu'il y avait une vraie interaction. Je me souviens encore d'un match de foot qu'on a commenté en direct. Donc ça passait à la télé. Et on avait 4 commentateurs qui étaient dans le studio, qui commentaient. Bon, ils voyaient le match à la télé, hein, et nous on diffusait sur Facebook, YouTube, je crois. Et des fois, il y avait le but qui passait à la télé, donc il le commentait, et puis bon, il y avait un petit décalage, 30 secondes. Parfois un peu plus, on arrive à une à 2 minutes de décalage, suivant le cas. Et vu que entre ce qui se passe à la télé, ou enfin les images qu'on récupérait, et qui se passaient en temps réel, et ce qu'on entendait dans le bar qui était juste en face du studio, c'était en été, donc on entendait les buts, sauf que nous on les voyait pas encore. Donc c'était très marrant à faire. Et c'est ça aussi ce qui m'a donné envie de continuer là-dedans, parce que c'est une vraie mine d'or, que ce soit dans le divertissement, que ce soit dans le sport, que ça soit aussi sur des projets un peu plus techniques. Le direct, c'est frustrant quand il n'y a personne, ce qui arrive, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Non pas par manque d'intérêt ou parce que le sujet était trop compliqué, mais peut-être aussi parce qu'il n'y avait pas encore assez de monde, que l'heure n'était pas la bonne. Enfin, il y a beaucoup de paramètres en réalité. Donc tout ça, il faut l'analyser. Il faut analyser l'engagement qu'il y a, l'engagement, les trucs qui ont merdé chez vous, et puis voir les réactions de l'audience. Donc suivre les métriques d'audience. Alors c'est pas seulement sur le direct en lui-même, c'est aussi en post, en replay en quelque sorte, où vous avez aussi des métriques. Moi, je sais que des fois j'ai je veux regarder des vidéos de confrères aux États-Unis. Bon, il se trouve que c'est pas la bonne heure. Et du coup, je les regarde en replay, ce qui est tout aussi intéressant. Les avantages du live. L'audience est plus engagée. On dit qu'il y a 10 fois plus d'interaction sur un live que sur une vidéo classique. J'en suis pas sûr. Probablement, oui, sur des gros lives, quand il y a 500 000 personnes qui sont sur le live, là, il y a vraiment... vous le sentez tout de suite. Sur la radio, on était, je crois, à 10 000 personnes en simultané. C'était une radio locale. Enfin bon, bref. Ensuite, l'algorithme est beaucoup plus favorable au direct que sur une vidéo classique. C'est-à-dire ils vont vous pousser en avant. Après, c'est encore une fois, il faut que votre canal soit bien identifié, que vous ayez fait vos mailings, que vous ayez annoncé l'événement. Là, ça prend tout de suite. Autrement, c'est un peu plus long. Faut être patient. Faut trouver le bon moment où faire un direct. Essayer. La monétisation du direct, c'est Super Chat, Super Sticker et d'autres. L'adhésion aussi. Ce sont des fonctionnalités exclusives au direct et qui permettent de générer des revenus complémentaires. À condition, évidemment, que vous soyez déjà partenaire YouTube,
Donc que vous ayez un minima vos 500 abonnés. Donc abonnez-vous. Et puis les 3, je crois que c'est 3 000 heures de vues sur l'année. Ça fait partie de ses avantages. L'autre avantage, c'est aussi quand vous êtes un petit peu technique ou que vous êtes dans le mode entreprise, il y a une vraie authenticité qu'on n'a pas sur une vidéo classique. Enfin, je pense pas. Alors moi, ce que je fais souvent, enfin la plupart du temps d'ailleurs, du moins surtout ces derniers temps, j'enregistre dans les conditions du direct. Il n'y a pas de montage, c'est emballé, pesé, si je me puis me permettre. Pour garder justement cette authenticité, parce que je me sens assez à l'aise devant la caméra et que, a priori, tout se passe à peu près bien. Planification préalable, ben oui. Il faut, il faut que le contenu soit préparé, donc comment dire, faut définir ses objectifs, dont découlera fatalement aussi le contenu, dont découlera également l'audience, qui est votre cible. Vous devez identifier votre audience. Vous devez savoir à qui vous envoyez le direct. Si vous faites un live divertissement, ce sera plutôt le soir. Si vous faites un webinaire en direct, ben là, vous ciblez la journée, et puis il y a des heures bien spécifiques où c'est plus pertinent pour faire un direct. Tout dépend. Donc tout ça, il faut l'identifier. Choisir ensuite le moment. À quel moment l'audience elle est la plus présente. Sur Web TV Pro, c'est l'après-midi et le soir. Et puis depuis un certain temps, c'est également la nuit. Ça doit être, je pense que ça provient du Canada ou d'autres pays francophones. Et ensuite, il faut créer un scénario. Hein. C'est une intro, c'est un sommaire, c'est citer les partenaires éventuels, les sponsors, le contenu, le vrai contenu, les échanges, les temps d'échange avec l'audience quand il y en a. Et puis vous créez votre vrai scénario. C'est ce qu'on appelle j'ai plus le terme. Ça me reviendra. De toute façon, si vous allez sur mon blog wineborg.fr dans la rubrique téléchargement, c'est le conducteur. Voilà. Une fois que le conducteur est créé, ben vous êtes tranquille, vous n'avez plus qu'à suivre le conducteur, ou le réalisateur va suivre le conducteur et vous donner éventuellement des indications pour passer d'un sujet à un autre. L'équipement essentiel, bon, c'est une connexion Internet stable. Faire du direct comme je l'ai fait en 2016 dans des conditions affreuses, c'était l'ADSL. Et notre ADSL, on était installé dans un petit village avec un fournisseur d'accès qui était franchement toujours pas terrible. Je ne le citerai pas par... Enfin, je citerai volontiers, mais bon. Donc il faut cette connexion Internet stable. Même si aujourd'hui l'ADSL dans les grandes villes ou dans les villes moyennes a été remplacée par la fibre, il faut atteindre les 5 mégabits seconde dans la voie montante. N'oubliez pas, vous envoyez vers Internet pour faire du 1080. À l'époque, 2016, j'étais en ADSL, instable, dans un tout petit village qui doit faire 1500, 2000 habitants. Le Slack Studio était installé avec de l'ADSL. Les bons jours, on avait 5 mégas. Les bons jours. Donc souvent, on descendait, histoire qu'on puisse diffuser. Il faut des ordinateurs performants. Un processeur i5 ou Ryzen 5 ou supérieur. 16 Go bits de RAM. C'est le minimum. Des microphones de qualité, soit en USB ou en XLR si vous avez une table de mixage. Des caméras HD. Là, je suis avec une webcam 4K, je crois.
Mais ça peut aussi être un appareil photo, un DSLR, ou mieux encore, un caméscope. Ça peut aussi être une tourelle, comme on en trouve actuellement sur Amazon, à partir de 500 balles, je crois. 500 €. Et ensuite, il faut un éclairage adéquat. Alors, dans le studio dans lequel j'étais en 2016, on avait 2 gros panneaux LED. On avait une table de mixage audio, parce que c'était une web radio qu'on a transformée en web TV. Et on avait, je crois que pour les premiers lives, on avait un smartphone, et après, on est passé à des webcams qu'on a intégrés dans OBS, et puis on a fait comme on pouvait. Mais il y avait toujours 4 ou 5 personnes autour de la table à discuter, à parler de l'actualité locale, sous forme un petit peu divertissante, pour ne pas dire autre chose. C'est rigolo. La configuration du logiciel de streaming, bien sûr, vous avez OBS, vous avez Streamlabs, vous avez XSplit, vMix, je sais pas ce que Stream Deck fout là-dedans. Ces logiciels, il faut les installer, il faut les configurer. Faut créer les scènes, ça c'est la terminologie de OBS, et dans laquelle il faut rajouter des différentes sources. Il y a la caméra, l'audio, les images, l'habillage, configurer la qualité de résolution en sortie, avec sa bitrate, ajouter d'autres éléments visuels comme les overlays, les animations, tout ça, ça doit être préparé en amont. Et puis, il faut évidemment tester cette bande passante entre votre ordinateur sur lequel vous réalisez le streaming et Internet. Configuration de YouTube Studio. Alors, là franchement, c'est important. J'ai eu des clients qui m'ont demandé de faire du streaming sur leur chaîne. Ils disent oui, on a une chaîne, vous pouvez venir aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous avez le direct? Ah, on ne sait pas comment ça... Et donc, il fallait configurer demander l'accès au direct sur YouTube Studio, et là, vous en avez eu normalement pour 24 heures. Et puis, c'est conditionné, donc ça se fait pas comme ça, là va-vite. Gardez au moins 24 heures en amont si vous n'avez pas encore de compte YouTube Studio avec les directs activés. Sinon, vous ne pourrez pas le faire. Non, vous ne pourrez pas le faire. Donc, connectez-vous à votre compte YouTube Studio. Vérifiez que votre compte est bien vérifié. Je crois que c'est ça la condition, effectivement, pour le streaming. Et que vous n'avez pas eu d'avertissement récent. Ça me fait penser au match de foot dont je vous parlais il y a quelques instants. Et j'ai eu le compte de la radio qui a été bloqué comme ça pendant 6 mois. C'était pas bien ce qu'on a fait, mais c'est pas grave. Il n'y a pas eu d'autres conséquences, ce qui était déjà pas mal. Moi qui étais responsable de ce match, c'était pas bien du tout. Créer un nouvel événement et puis diffuser en direct. Vous avez un certain nombre de paramètres à rentrer, tels que le titre, la description, la visibilité, les tags, la miniature, les catégories. Il faut récupérer évidemment l'URL de diffusion et la clé de diffusion. Alors en général, c'est une clé unique que vous utilisez par exemple tout le temps sur votre compte YouTube. Mais vous pouvez aussi, je pense que c'est plus sécurisé, en faire une qui change tout le temps. Après chaque stream, vous changez les clés de diffusion. C'est plus embêtant parce qu'il faut le paramétrer dans OBS ou dans vMix ou ailleurs. Il faut le paramétrer à chaque fois. Mais c'est quand même plus sécurisé. Vous écrasez pas bêtement des fichiers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Lorsque vous lancez l'événement, c'est que quand vous lancez l'événement de streaming dans OBS, vous cliquez démarrer le streaming. Le flux est envoyé dans YouTube Studio, donc on le voit effectivement arriver dans l'interface de YouTube Studio. Et c'est là que vous pouvez voir si
Si le son arrive, la vidéo arrive, si c'est des qualités. Alors en général, YouTube vous dit si la qualité est bonne. Et une fois que ça c'est bon, vous cliquez sur démarrer la diffusion et hop, c'est parti. Et là, il faut pas s'arrêter après. Les paramètres techniques du stream. Alors, résolution 720p minimale. Et c'est quasiment partout. C'est vraiment le minimum. Et aujourd'hui, on diffuse quasiment partout en 1080p. C'est-à-dire 1920 x 1080 pixels. C'est le standard. En termes de fréquence d'image, c'est 30 images secondes standard, 60 pour les jeux ou les mouvements rapides. Et la bitrate, c'est pour du 720p, c'est du 2500 à 4000 kilobits seconde pour la 720p et 4005 à 6000 pour les 1080. Le format audio, c'est du AAC en 128 ou 160 kilobits seconde. Le keyframe 2 secondes, 2 secondes, c'est-à-dire toutes les 2 secondes, il y a une image de comment dire, c'est une image clé qui est envoyée pour garder en fait les choses synchrones. Et les presets Very Fast ou Faster pour équilibrer la qualité et performance. La personnalisation de l'espace de diffusion. L'espace de diffusion ici, c'est studio. Bon, bah, je vais vous montrer, tiens. Je vais vous montrer mon studio. Filtre, hop, incrustation. Voilà, mon studio, c'est ça. C'est ça, un fond vert, pas beaucoup d'espace à vrai dire, mais ça me gêne pas beaucoup. Avec ici au-dessus, vous voyez pas évidemment. Ici au-dessus, vous avez le grillage sur lequel se trouve la mezzanine. Et sur les côtés, alors là vous voyez pas, vous voyez, moi j'arrive à toucher le fond, ce qui est pas bien. J'aurais aimé avoir beaucoup plus d'espace et d'avoir un fond plus facile à gérer. Bon, c'est pas le cas. Donc ça, c'est l'espace studio dont vous avez besoin. C'est l'espace de diffusion qui est appelé ainsi. Alors l'arrière-plan, essayez de créer quelque chose qui ressemble à votre marque, qui vous ressemble. Ça peut être ou un fond vert, comme là. Ça peut être aussi quelque chose de plus qui correspond à votre style d'émission, à votre style de production. Mais n'encombrez pas trop. C'est ça qui est important. Acoustique, réduisez les échos, les bruits ambiants avec des panneaux acoustiques, des rideaux épais ou même des couvertures. Pour vous dire, le premier studio, j'en savais trop rien. On a récupéré dans un magasin qui fabriquait des matelas. On a récupéré des chutes de matelas de mousse et puis on a décoré avec ces chutes qui étaient des petits carrés, des petits carrés difformes. On les a collés au mur. Eh ben, je peux vous dire, ça fonctionne très bien. On le montrait évidemment jamais à l'écran, mais au niveau acoustique, c'était très bien. Il n'y avait plus d'écho. Fini. Ergonomie. Assurez-vous le confort pour les longues sessions avec une chaise ergonomique et un positionnement correct vis-à-vis de l'équipement. Votre posture affectera l'énergie à l'écran. C'est ce que je dis souvent d'ailleurs dans les studios, quand ils achètent la déco, et les fauteuils, etc. Prenez quelque chose sur lequel on est assis confortablement, mais pas des fauteuils sur lesquels on s'enfonce et on s'affale assez facilement. Surtout si vous avez un petit peu si vous êtes un petit peu enrobé. Quand vous vous affalez, c'est pas joli à voir. C'est pas très dynamique. On a l'impression que vous voyez souvent dans la TV quand certains politiques comment dire, sont affalés dans un fauteuil en train de déjeuner ou sortir du déjeuner et répondre à une interview. Quand ils sont assis comme ça, tout se voit. Et c'est pas forcément beau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Test de prédiffusion. C'est ce que je vous dis. Donc vous commencez à envoyer en fait votre stream dans YouTube Studio. Et avant de passer au direct,
dans YouTube Studio, vous faites des tests audio-vidéo. Vous vérifiez bien si votre ordinateur tient la route, s'il n'y a pas trop de consommation CPU. Là, j'ai une consommation de 6%. Ça va, c'est raisonnable. Et puis, faites des tests de connexion, c'est-à-dire mesurer la stabilité avec... je sais plus le nom, peut-être... Il y a un site qui permet de tester justement la bande passante, aussi bien en termes de rapidité de connexion que en termes de téléchargement et en termes de upload. Et vous, c'est l'upload qui vous intéresse. Promotion de pré-diffusion. Programmez à l'avance, créez votre événement au moins une semaine à l'avance. Bon, c'est râpé. Créez une miniature attractive, un design accrocheur avec un texte lisible. Alors, un texte lisible sur une miniature, attention, c'est pas un paragraphe entier, c'est 2-3 mots. Et là, il faut percuter. Partagez sur les réseaux sociaux, annoncez avec un lien et les rappels programmés. Notifiez par email à la communauté, à vos abonnés sur YouTube, mais aussi les autres. Et après, préparation du contenu, c'est-à-dire scénario, sa structure, les médias de support, c'est-à-dire tout ce qui est vidéo que vous allez insérer. Les questions, anticiper des questions potentielles. Alors souvent dans les dans les lives en entreprise, on prépare en fait des questions et on demande à quelqu'un de les... S'il n'y a pas assez de monde, on demande à quelqu'un de les taper en amont, ce qui permet à l'animateur de répondre et de ne pas attendre qu'il y a quelqu'un qui se décide de sortir de sa timidité pour poser une question. Et puis une fois la première question posée, généralement il y a d'autres questions qui viennent derrière par les spectateurs. Estimer un minutage entre chaque séquence. Oui, alors ça c'est intéressant parce que ça permet de garder le rythme. C'est ce que je vais faire d'ailleurs, je pense pour le prochain direct, de me faire sur mon prompteur en fait un timer que je dois avoir dans Central Control, qui me permet justement de voir combien de temps j'ai passé sur chaque séquence, ce qui permet aussi de donner une certaine dynamique au contenu. Démarrage de la diffusion, la préparation finale. Donc c'est démarrer tous les logiciels nécessaires, couper toutes les applications inutiles, antivirus, tout ce qui peut consommer de la CPU, de la bande passante. Désactiver les notifications parce qu'elles sont très embêtantes. Moi, j'ai souvent ici sur mon ordinateur des notifications WhatsApp. C'est dérangeant. De deux, je crois que ça sonne. Préparer un verre d'eau à portée de main. Bon, c'est râpé. Faire un écran d'attente. Les directs commencent bientôt avec un compteur bourg. Ouais. Inclusir une musique de fond sans droit d'auteur, c'est-à-dire libre de droit. Vous en trouvez évidemment sur YouTube, dans la librairie de YouTube Studio. Vérifiez que votre flux est stable. Alors, vous pouvez avoir des erreurs de flux quand, par exemple, vous n'avez pas de son. Si vous coupez le micro et qu'il n'y a pas de son qui arrive chez YouTube, il va vous arrêter, hop, il y a un truc qui cloche. Pareil, si l'image est figée, il va vous dire « Oh, je ne reçois pas cette donnée ». Et ensuite, passer à l'introduction, accueillir les spectateurs avec énergie, le sourire, et puis présenter brièvement le sujet du direct, expliquer le déroulement de la session et encourager les premiers partages et likes et commenter évidemment. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Oui, animation et engagement. Alors les interactions, je pense qu'elles sont importantes si vous pouvez, si vous avez suffisamment de public. Essayez de faire des interactions, de les inciter à interagir avec vous. Ça vous sera bénéfique.
Et ensuite, si effectivement il y a des interactions sur le chat, ah ben répondez-y. Non pas dans le chat, mais là, au micro, en réel. Si vous pouvez, ayez des sondages, des questions, histoire d'animer un petit peu les choses. Faites des concours, des cadeaux. Et faites des remerciements personnalisés lorsqu'il y a des nouveaux abonnés. Lorsqu'on vous dit bonjour, ben répondez bonjour, etc. Tout ça va donner l'impression au spectateur que vous vous adressez personnellement à lui. Ce que vous faites. Vous dites bonjour, telle personne. Bonjour un tel, toujours content. Je vois ça chez un confrère, je crois que il doit être à New York, qui donne aussi des cours. Lui, systématiquement, il salue chacun qui se présente dans le chat et il les remercie, content d'être là, enfin content que tu sois là, etc. C'est agréable. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe entre la personne et l'animateur. Donc pensez-y. Gestion des problèmes techniques. Je pense notamment tout d'un coup, quand il y a quelqu'un qui vous dit sur le flux, ah ça lag, ah, il n'y a plus d'image, il n'y a pas de son. Donc vous devez contrôler. Et il faut surtout pas paniquer. Je crois que le pire, c'est ça. Bon, il faut trouver rapidement, évidemment, pourquoi ça marche pas. Et ça, vous l'apprenez en fait au fur et à mesure. Bien sûr, il faut connaître les différentes erreurs possibles et les contre-mesures. Et puis, le reste, c'est on fait comme ça que ça marche. Bon, en général, une fois qu'on a une configuration stable, ça roule quasiment tout seul. Hein. Avoir toujours un plan B prêt. Genre, mon micro se casse, je dois avoir un autre micro dans les parages. Je crois. Peut-être pas un comme ça, mais j'en ai un autre. Hein. Par contre, il n'est pas configuré sur ce PC là. Bref, tout ça, c'est des habitudes à prendre et qui vont vous aider à gérer les problèmes techniques qui sont les aléas et qui diminuent au fur et à mesure une fois que vous avez pris des habitudes, une fois que toute votre configuration est stabilisée. Outils d'interaction avancés, c'est le super chat, super sticker, l'adhésion à la chaîne. Je pense que ça, enfin, je suis pas sûr, mais si vous offrez des adhésions ou que vous ouvrez un système d'adhésion, il faut donner quelque chose de plus. Être encore plus interactif avec eux, mais qui sont aussi des interactions. Je suis pas sûr que ça marche, mais c'est un petit peu à l'américaine. Je sais pas si mon public qui a quand même un certain âge, qui tourne au-delà de la quarantaine, je crois, je suis pas sûr qu'ils soient tous très fans du super chat, mais pourquoi pas. Il y a aussi des sondages qui sont des interactions possibles. Il y a plein de solutions, que ce soit à l'intérieur de YouTube, mais aussi ailleurs. La monétisation des directs. En fait, vous avez dans YouTube, vous avez 4 sources de revenus. La publicité, bien sûr, le super chat, l'adhésion à la chaîne, c'est-à-dire que je crois que c'est 5 € d'adhésion par mois, ou un truc comme ça. La promotion de produits ou de services. YouTube garde 30%. Bon, ce qui est normal, hein.
Ils font quand même pas mal d'argent. Le seuil d'éligibilité, c'est 1000. Alors, je crois qu'aujourd'hui, c'est 500. J'en suis pas sûr. Non, on accède à la monétisation à partir de 500 et 3000 heures de visionnage sur les 12 derniers mois. Donc, il faut continuer tout le temps. Hein. Clôture de la diffusion. Quand vous arrivez à la fin, faites une petite synthèse. Remerciez les gens d'avoir participé ou d'avoir regardé. Et puis donnez éventuellement un prochain rendez-vous pour une prochaine diffusion. C'est ce que je vais refaire ici. Donc, mardi prochain, 19h, je ferai un direct questions-réponses en direct sur YouTube, sur la chaîne Web TV Pro. Et vous pourrez poser des questions dès maintenant. Non, enfin, d'ici 1h ou 2, je vais l'annoncer. Et puis, abonnez-vous sur Web TV Pro. Allez voir mon site wineborg.fr, sur lequel vous pouvez aussi accéder à la newsletter que j'envoie sporadiquement, mais en généralement pas plus d'une fois par semaine. Et puis, vous aurez là-bas aussi une très belle documentation très large sur tous les sujets de l'audiovisuel, tous les sujets que moi j'ai rencontrés ou croisés dans les 8 années de 2016, oui, un peu plus de 8 ans maintenant, de audiovisuel professionnel. Je vous dis, voici encore l'analyse post-diffusion. Il faut regarder combien de temps les gens ils ont regardé. La rétention, c'est combien de temps ils regardent toute l'émission. Les nouveaux venus, les revenus que ça génère, les sources de trafic. Je pense que ça, c'est les métriques au début qui sont les plus importantes. Le taux d'engagement, bien sûr. Tout ça, c'est un poste de diffusion. L'optimisation continue. Bah oui. Quand j'ai commencé en 2016, un smartphone, 2 loupiottes et 4 micros radio et une table de mixage avec OBS. Et puis au fur et à mesure, on a rajouté d'autres webcams, on a rajouté d'autres micros, d'autres éclairages, et c'est devenu au fur et à mesure un studio qui, pour une association locale d'un petit village, était quand même pas mal. Donc, n'hésitez pas à demander des retours de votre public. Ça permet aussi de se remettre un petit peu en question, de voir comment vous pouvez progresser, parce que l'idée est quand même là, hein, il faut progresser. Moi, j'ai toujours eu l'ambition, enfin l'ambition pas directe, je pense que je suis un petit peu trop âgé pour encore avoir un avenir télévisuel. Mais je pense que les jeunes sont plus... Je pense qu'il y a des plus jeunes que moi qui sont plus performants là-dedans. Ceci dit, rien n'empêche de progresser, de continuer dans cette aventure de l'audiovisuel, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, peu importe. Et c'était la dernière. Et là, je vais aller là. Donc ça, c'était un petit peu tout le streaming en direct. Alors c'est vrai, je ne mets pas beaucoup de copies écran de YouTube, de OBS, de vMix, etc. C'est quelque chose que je n'aime pas particulièrement. Je vais le faire, là je pense pour la session, parce qu'il y a quand même des choses à montrer. Mais peu importe. Je pense que là, vous avez déjà un petit peu un aperçu du streaming en direct sur YouTube, avec ses avantages, quelques inconvénients, et il faut surtout bien s'accrocher, parce que surtout au début, des premières fois, je peux vous assurer, j'ai perdu des litres, au moins, des litres de transpiration. Et je ne suis pas de Marseille, attention. Hein. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous invite à liker, à commenter, poser vos questions, n'hésitez pas sur les sujets. Et puis abonnez-vous à la chaîne.
Ça me ferait plaisir, ça me fera rapprocherait un peu plus de la zone de monétisation. Et puis regarder des vidéos, je pense que vous apprendrez quand même des trucs, mine de rien. À très vite, ciao.